Merci de votre fidélité, merci de votre écoute. Et comme tous les lundis matins, on parle de l'actualité en Israël. Benjamin Netanyahou qui maintient le cap sur la réforme du système judiciaire. Hier, en Conseil des ministres, le Premier ministre d'Israël a affirmé que son gouvernement ne se laisserait pas ralentir par des slogans. Une référence aux manifestations très importantes à ce projet donc en Israël, la réforme de la justice. 50 à 80 000 personnes ont manifesté samedi soir, notamment à Tel Aviv. Et pour en parler, eh bien, nous retrouvons comme chaque lundi notre chroniqueur Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonjour Denis. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous ce matin. Alors on parle bien sûr de cette opposition très forte en Israël. Benjamin Netanyahou qui tente d'unir ses forces dans un certain fracas, hein, on peut le dire. Est-ce qu'il y a désormais une forme de stratégie mise en place par la contestation justement et par l'opposition politique sur la scène politique en Israël? Alors, je dirais que incontestablement, l'opposition, au sens large du terme, pas simplement les partis politiques représentés à la Knesset, ont été galvanisés par le succès indéniable de cette manifestation qui s'est déroulée dans des conditions, il faut le dire, météorologiques difficiles, puisqu'il pleuvait durant toute la manifestation. Et néanmoins, voilà, on a parlé de 80 000, 50 000 à 80 000. On sait qu'il y a toujours des variations sur l'estimation précise de toutes les manifestations en général. Mais le fait est que cela a donné beaucoup de une certaine satisfaction, alors que de manière générale, l'opposition, encore une fois, et pas simplement sur le strict plan parlementaire, a plutôt le sentiment que c'est peine perdue, la réforme aura lieu et tout le reste. Et là, donc, c'est vrai qu'on assiste dans l'opposition à un sentiment d'une vigueur retrouvée. Alors, certes, il y a deux débats à l'interne qui montrent qu'il y a quand même un petit peu de confusion. Alors d'abord sur la question de la présence ou non de drapeaux palestiniens. Certains, lors des manifestations, certains disent, et sans doute à juste titre, que cela dissuade des électeurs de droite qui sont remontés contre la réforme de la justice, enfin en tout cas qui s'inquiètent de cette réforme de la justice, de participer à ces manifestations si on en fait également des manifestations contre l'occupation. Et puis de l'autre côté, il y en a qui disent oui, mais les choses sont liées. La réforme de la justice, bien évidemment, aura également des effets sur l'accroissement de la répression, de la mise en cause des droits de l'homme dans les territoires. Voilà. Et donc, du coup, cela se traduit par deux lieux, vraisemblablement deux lieux de manifestation à Tel Aviv. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que l'on comprend du côté donc de cette opposition, encore une fois plus large que l'opposition parlementaire, c'est que même si on n'est pas assuré, et j'en parlerai tout de suite, du succès d'une médiation, il faut maintenir la pression, il faut battre le fer quand il est chaud, et Mmh. donc on appelle à des manifestations hebdomadaires tous les samedis soirs. Alors, par contre, je voudrais également insister sur l'intervention du président Yitzhak Herzog qui a déclaré hier que depuis l'annonce de ces réformes par le ministre de la Justice Yariv Levin, eh bien, il s'est engagé à mener de manière tout à fait discrète des négociations entre les deux bords. Alors, les deux bords, c'est pas forcément l'opposition parlementaire et la majorité parlementaire, c'est vraisemblablement des membres de l'autorité judiciaire, peut-être même la présidente de la Cour suprême, Esther Chayout. Alors, il est vrai que, d'une part, il constate ouvertement dans ses déclarations que le peuple est déchiré sur cette question-là. Et puis, il dit surtout, et ça, il faut l'entendre avec beaucoup d'intérêt, il dit « Je ne suis absolument pas certain de pouvoir réussir dans cette mission de médiation ». En fait, et c'est le dernier point que je voudrais ici souligner, Mmh. dans l'opposition, et encore une fois, au sens plus large du terme, on est divisé entre deux stratégies. Vous me posez la question sur la stratégie de l'opposition. La première, c'est de dire on ne cède pas, on ne se compromet pas, on n'entre pas dans une négociation, ce projet doit être retiré, un point, c'est tout. En revanche, il y a au sein de cette même opposition ceux qui disent il y a dans les réformes proposées par Yariv Levin, dans certains cas, pas dans tous, il y a matière à négocier. Quand, par exemple, je vais donner un exemple, deux, quand pour la commission de la nomination des juges, le projet actuel parle de 7 personnalités politiques
sur 11 membres de la commission, c'est-à-dire en gros, c'est les politiques, donc c'est la majorité, voire Netanyahou, qui nommera les juges. Oui, il y a matière à négociation. On peut dire, non, ce sera plus 7 personnes de la majorité politique, mais 6 ou 5. Les juges pourraient en avoir 3 ou 4. Enfin voilà, retrouver un système, voire maintenir celui qui existe. Donc là, il y a matière à compromis. Même chose pour la clause de dérogation. Si c'est 61 qui peuvent revoter une loi annulée par la Cour suprême, c'est une chose. Si c'est 65 ou 70, c'en est une autre. En revanche, il y a des points dans la réforme où il n'y a pas véritablement de compromis. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est l'extrême prudence d'Herzog, qui cherche vraiment à être le médiateur, au point d'ailleurs, et on le lui a reproché, qu'il ne prend pas parti. On ne l'a pas entendu dire. C'est la fin de la démocratie ou la démocratie est en danger. Il a quand même insisté, ça je le dis pour les auditeurs qui nous écoutent, il a insisté sur le fait que cette division, elle n'est pas propre à Israël, elle inclut également la diaspora. Alors l'autre titre de l'actualité, Denis, c'est cette passation de pouvoir aujourd'hui à la tête de Tsahal, le général Herzi Halevi qui prend la tête de l'armée israélienne. Ce jour, il prend la succession d'Aviv Kochavi qui a occupé ce poste quand même durant 4 ans. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire à la fois sur le bilan de Aviv Kochavi et puis sur Herzi Halevi qui devient, je crois, le 14e chef d'état-major de l'armée israélienne. Tout à fait. Alors faisons effectivement le bilan d'Aviv Kochavi qui incontestablement a marqué son empreinte. Alors bien sûr que la droite israélienne, enfin certains ténors de la droite israélienne se sont empressés, notamment Bezalel Smotrich, de dire que ça y est, il prépare déjà sa carrière politique. Et ceci est dû au fait que Aviv Kochavi a en fait refusé, comme il lui restait que quelques semaines d'exercice du pouvoir, à peine 3 semaines après la mise en place du gouvernement, il a refusé de rencontrer Bezalel Smotrich, dont ne l'oubliez pas, il n'est pas seulement le ministre de Finances, en quel cas il n'aurait peut-être pas, lieu de faire rencontrer les deux hommes, mais il est également ministre au sein du ministère de la Défense, celui qui s'occupera de l'administration civile. Et Kochavi a eu, il faut bien le dire, mais c'est parce qu'il était à la fin de son mandat, a eu le courage de monter au créneau et de dire publiquement, avec un peu de réserve bien sûr, il restait quand même soucieux de respecter une certaine nuance, mais de dire que le fait qu'on confie à un autre ministre un pouvoir concernant la gestion de la situation dans les territoires, c'est une chose qui ne lui semblait pas tout à fait juste. Mais en tout cas, Aviv Kochavi a incontestablement marqué son empreinte. Je ne sais pas s'il fera de la politique, mais en tout cas, c'est lui qui a géré ce qu'on appelle la guerre entre les guerres, la bataille entre les batailles, c'est-à-dire toute la force de frappe israélienne contre l'Iran. C'est-à-dire on n'est pas, c'est où il n'y a rien, où il y a une attaque en Iran, mais pas mal de cibles, également en Syrie. Donc il n'a pas inventé la chose, mais en tout cas ça a été beaucoup plus massif. Et puis il a eu surtout quand même, il faut bien le dire, il a eu à gérer cette bataille qui n'est pas encore terminée, et ça me permet de faire transition avec Herzi Halevi, le nouveau chef d'état-major, qui est un petit peu de la même trempe que Kochavi, et qui aura, lui, à gérer la situation dans les territoires occupés. Il faut bien comprendre que depuis le mois de mai, vous le citiez, vous en parliez dans le bulletin d'information d'Eba Soto tout à l'heure, voilà, il y a des actes assez réguliers, il y a une recrudescence incontestablement du terrorisme palestinien, et à cet égard, cette bataille est beaucoup plus significative, et il faut bien comprendre qu'à la veille de prendre les choses en main, ce sera sans doute le grand défi. Gadi Eisenkot, le prédécesseur de Kochavi, lui avait réussi à juguler ce qu'on appelait l'intifada des couteaux. On verra si Herzi Halevi est capable de juguler également cette affaire-là. Et ce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas simplement une affaire d'utilisation de la force, c'est aussi énormément dépendant, étroitement dépendant de ce que fera le pouvoir politique. Et je dirais pour terminer que le problème d'Herzi Halevi, ce ne sera pas tant la gestion de la situation sur le terrain, ce sera surtout comment il arrive à affirmer, je dirais, l'autorité de l'armée face à un pouvoir politique qui entend bien intervenir dans ses prérogatives. Eh bien, on suivra en tout cas tous ces développements à vos côtés, Denis Sherbit. En effet, le général Herzi Halevi qui prend donc la tête de l'armée israélienne aujourd'hui. C'est le grand titre de l'actualité. Merci beaucoup, Denis Sherbit, pour toutes ces précisions. On vous retrouvera la semaine prochaine, comme tous les lundis sur Radio J. À la semaine prochaine.